Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne fitnessmiss.fr. Dans cette vidéo, je vais refaire une FAQ. Donc suite à la première que j'avais faite sur mon Facebook, j'avais proposé des questions, j'avais proposé de me poser des questions et puis voir s'il y en avait. Et en fonction de ça, je y répondais dans une vidéo sur YouTube. Donc la première vidéo est disponible déjà sur ma chaîne. Là, c'est une deuxième vidéo parce que j'avais traité 13 questions et je vois qu'il y en a 60. Donc je vais reprendre quelques questions, donc je ne vais pas toutes les faire encore une fois, et essayer de continuer à répondre pour un petit peu aiguiller les gens, parce que je vois que s'il y a beaucoup de questions, ben forcément c'est que les gens ont besoin un petit peu d'aide sur certains domaines, ou au moins me demandent mon point de vue, parce que ça reste toujours que mon point de vue. Donc je perds pas de temps. Michael me demande: as-tu des astuces pour ne pas craquer sur les mauvais aliments? Et t'autorises-tu un repas plaisir une fois par semaine? Je pense que ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que oui, je m'autorise un repas plaisir une fois par semaine. En général, je le fais la veille du week-end, donc le vendredi soir. Par contre, il y a une erreur que je vois souvent, c'est que les gens planifient leur repas de triche le jour de repos. C'est-à-dire que par exemple, si le dimanche ils s'entraînent pas, ils font rien, ils vont mettre ce gros repas de triche à ce jour-là. Personnellement, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée. Bon, c'est sûr que si on veut se faire plaisir ce jour-là, on fait comme on veut, hein, c'est chacun fait comme il veut. Mais au niveau, on va dire, entre guillemets, pour limiter la casse, je préfère faire un repas calorique où il y aura forcément beaucoup de glucides, etc. Juste après un entraînement, on va dire, hardcore de muscu. Pas un entraînement de cardio, vraiment un entraînement de muscu où on sera allé au bout, on aura vidé ses stocks de glycogène à fond, enfin vraiment un truc vraiment hardcore où on s'est entraîné un petit peu plus que d'habitude, et derrière donc le repas qui va suivre sera ce repas de triche. Moi je fais comme ça et je trouve que c'est pas trop mal parce qu'au moins ça permet d'avoir peut-être une meilleure récupération malgré que les aliments qu'on va consommer sont pas super clean. Mais bon, il y a des personnes qui font des repas plaisir durant leur régime et qui sont souvent des repas plus ou moins clean. Ils se font des pizzas maison avec des farines sans gluten, des lasagnes maison, etc. Moi, quand je fais un repas de triche, honnêtement, c'est vraiment un repas de triche. C'est pas un repas cheat clean comme ils appellent. C'est vraiment un cheat meal, quoi, tout court. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il me demandait? As-tu des astuces pour ne pas craquer sur les mauvais aliments? Ben déjà, l'astuce, c'est d'avoir un repas de triche par semaine. Ça permet de se motiver, de se dire, bon, je sais pourquoi je mange clean, je sais pourquoi je mange strict, et je me restreins un petit peu sur les quantités et les calories. Encore une fois, là, par rapport à ta question, moi je pense que c'est pour un régime, parce que quand on est en période de prise de muscle, logiquement, on ne doit pas avoir ces envies de craquer, etc. Parce qu'on est déjà en excès calorique, donc logiquement, on comble sa faim. Et quand on est en prise de muscle ou en prise de masse, selon les termes des gens, logiquement, on a un éventail d'aliments qui est beaucoup plus large que quand on est au régime, où là, c'est un petit peu plus strict parce qu'on a moins le choix sur les glucides. Et donc, c'est un petit peu plus, on va dire, monotone quoi, comme diète. Des astuces pour ne pas craquer sur les mauvais aliments. Donc, d'avoir un jour où on se fait plaisir, de manière à se faire plaisir aussi pour le moral, parce que le but du repas de triche, qui est censé être un rebond glucidique pour relancer une diète quand on essaie de perdre de la graisse, pour éviter que le métabolisme y ralentisse trop, on fait un rebond glucidique pour relancer un petit peu ça et faire croire au corps finalement que la période entre guillemets de famine est terminée, donc il peut relancer la machine. Mais bon, ça a été un petit peu détourné. Les gens, ils ont eu tendance, comme moi d'ailleurs, au lieu de faire un vrai rebond glucidique super bien planifié, avec des bons glucides, avec grammé sur la journée, etc., moi j'ai fait un petit peu avec un repas de triche pour essayer de faire d'une pierre deux coups. Donc c'est pas l'idéal pour relancer, mais c'est le juste équilibre entre relancer et bon pour le moral. Après, il y a des gens qui n'ont pas de problème à ne pas manger ce genre d'alimentation, à se priver un petit peu. Moi, bon, j'ai encore quelques faiblesses de ce côté-là. Pour ne pas craquer, bah déjà, il faut respecter, quand on fait un régime, par exemple, il ne faut pas sauter trop de repas. Il ne faut pas sauter de repas d'ailleurs, pour se dire, si je saute celui-là, je saute celui-là, je saute celui-là, je vais sécher plus vite, et je mangerai que le soir, par exemple.
le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir faim durant la soirée, on va peut-être craquer sur des mauvais aliments. Mieux vaut manger clean toute la journée, donc prendre ces doses qu'il nous faut toute la journée, et comme ça permet d'avoir régulièrement un petit apport alimentaire et d'être moins tenté de craquer. Après, les mauvais aliments, pour pas craquer, c'est très simple, hein. Il y a une solution qui est radicale, mais encore une fois, il faut soit vivre seul, soit que la personne avec qui on vive soit aussi concernée par la nutrition que nous. C'est quand tu fais tes courses, tout simplement, tu n'achètes pas les mauvaises choses, comme ça au moins tu es sûr de ne pas avoir des mauvaises choses dans ton placard. Après, c'est beaucoup plus facile de résister à s'acheter une pizza, un croissant, un kebab, parce qu'il y a la démarche de sortir, aller acheter quelque chose, que l'avoir directement dans son frigo ou dans son placard, qui est plus difficile. Encore une fois, moi je ne suis pas du cas où, où dans tous mes placards il y a des choses clean. Je vis pas seul, donc il y a aussi des choses qui font plaisir à la personne avec qui je vis. Il y a aussi des choses que j'ai pour le week-end, par exemple quand je reçois du monde, etc. Donc mes placards ne sont pas essentiellement remplis de brocolis, de flocons d'avoine, de choses comme ça. Donc après, c'est une certaine forme de volonté. Il faut avoir un petit peu de volonté pour réussir. Encore une fois, craquer, il faut juste penser à un truc, c'est que c'est 10 secondes dans la bouche et ton physique, il va prendre une claque. Et tu vas perdre, je sais pas, 1 heure sur ton tapis de cardio, 1 semaine à virer la rétention d'eau si vraiment tu as fait une grosse connerie. Enfin, tu vois, il faut vraiment se dire, attends, je vais planifier ce craquage, je vais planifier ça, je vais organiser à ce qu'il soit placé ici, comme ça il aura un rôle, etc. Donc tout ça, je l'explique dans mon pack, hein, dans le pack Fitness Smith, là, j'explique plus ou moins cette stratégie, qui n'est pas d'ailleurs la meilleure, mais ça permet de vivre un petit peu. Alors, autre question. Alors juste vite fait, il y a Valentin qui me demande « Salut, tu ne t'entraînerais pas au CRES par hasard ?» Donc si, je m'entraîne au CRES. Donc je ne sais pas de quelle salle tu parles, parce que j'en ai fait 2. J'ai fait Espace Form d'abord, pendant quelques années, et après je suis allé à Mega Training, donc c'est une autre salle qui est ouverte. Les 2 salles sont très bien. J'ai changé parce que je trouve qu'au bout d'un moment il faut changer. Même si les salles sont bien, au bout d'un moment il faut changer juste pour. Moi j'ai besoin périodiquement comme ça d'aller voir ailleurs pour faire de nouvelles machines. Puis voilà. Autre question. Alors, apprendre à lire une grille nutritionnelle, donc sur les aliments. Oui, ça c'est pas bête comme question. Donc c'est une question de Mohamed. Très simple, pareil. Alors si on parle du tableau, le tableau ça dépend de l'objectif. Si c'est un aliment où on veut des protéines, forcément plus il y a de protéines dedans, mieux ce sera. Donc si on choisit un aliment pour sa teneur en protéines, je vais donner un exemple. Si on choisit un aliment pour sa teneur en protéines et qu'on voit que il y a autant de protéines que de graisses et plus de sucre que de protéines, plus de glucides. Alors je recommence. On choisit un aliment pour sa teneur en protéines. Donc on prend le paquet, on regarde le tableau derrière. Si le tableau, on regarde par exemple, il y a 20 grammes de protéines, donc plus ou moins la dose qu'il nous faut pour 100 grammes, hein, je parle, plus ou moins la dose qu'on recherche dans un aliment, qui a, je sais pas moi, 5 grammes de lipides et qu'il y a 70 grammes, je dis une bêtise, 70 grammes de glucides, là on n'a plus un aliment protéiné, on a un aliment glucidique qui a une teneur en protéines. Donc c'est quelque chose, ça se trouve ça n'existe pas ce que je vous raconte, mais c'est pour donner une idée. Quand on choisit un aliment par rapport à un nutriment, c'est-à-dire par rapport à lipides, protéines ou glucides, forcément il faut qu'il y ait plus de ce nutriment parmi les autres. Déjà ça c'est un premier point. Après si on veut aller plus loin, c'est sûr que par exemple pour les graisses, il faut éviter les produits avec trop de graisses saturées, enfin avec des graisses saturées tout court. Il y en aura toujours un petit peu, mais essayez de prendre ceux avec le moins de graisses saturées. Pour les glucides, pareil, si vous avez un produit où il y a annoncé 40 grammes de glucides, dont 35 grammes de sucre, c'est de la merde. Je vous le dis clairement, c'est de la merde. Par contre, si vous avez un aliment où vous avez marqué 75 grammes de glucides, dont 5 grammes de sucre, là c'est déjà un peu mieux. Enfin, c'est toujours une question
de pourcentage, etc. Donc les sucres purs, don sucre en général, c'est ce qu'on veut pas. Le don sucre, quand vous voyez marqué don sucre, c'est vraiment cette valeur, il faut qu'elle soit au plus bas possible, c'est ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on veut, enfin pour ceux qui en consomment régulièrement, ce sont les glucides. Mais après, le tableau, ça ne veut pas tout dire. Parce qu'on peut avoir un don sucre de 0,5 g et 70 g de glucides qui par contre, c'est des glucides qui ne sont pas terribles, à index glycémique élevé. Enfin, ça rentre dans... C'est toute une analyse qu'il faut faire. Il ne faut pas se contenter que du tableau. Mais c'est un premier repère, c'est sûr. Après, je voulais dire aussi, ah oui, en général, on a le tableau et en dessous, on a les ingrédients. Donc, dans les ingrédients, un repère super simple, c'est que quand vous achetez quelque chose, moins il y a de choses marquées, mieux c'est. Logiquement, le mieux, ce serait d'avoir pas de tableau et qui est marqué, enfin s'il y a un tableau juste, par exemple une viande, et que ingrédient, il est marqué 100% l'ingrédient. Point. Là, c'est l'idéal. Au moins, on sait ce qu'on prend. Il n'y a pas de saloperie dedans. Il n'y a pas 50 sirops de trucs pour donner du goût, des édulcorants, etc. Donc, quand la liste des ingrédients réduite au minimum, voire un ingrédient, c'est l'idéal, et le tableau qui corresponde à l'objectif que vous attendez de cet aliment. C'est-à-dire que vous voulez des protéines, il faut qu'il y ait beaucoup de protéines, vous attendez des glucides, etc. Et que ça ne soit pas... parce que souvent, on peut vous mettre aussi riche en protéines sur un produit, donc vous allez le prendre, ouais, cool, riche en protéines. Tu prends ton truc, et puis tu rentres chez toi, tu regardes le tableau, il dit, putain, ouais, c'est riche en protéines, mais par contre, il y a 2 fois le taux de protéines en glucides aussi dedans. Et ça, ils ne te le disent pas forcément. Comme les produits allégés en matière grasse, souvent ils sont élevés en sucre. Donc toujours pareil, est-ce que le gras, le sucre, c'est quoi qui va me faire prendre le plus de poids? Donc voilà. Je continue. Alors, Ludovic, en combien de temps on peut mettre pour avoir des pecs et abdos bien visibles sans être obligé d'être légèrement penché pour faire ressortir les abdos et contracter les pecs? Alors je comprends pas bien la question, mais en gros tu veux savoir combien de temps il faut pour que au naturel, quand tu te mets comme ça et qu'on prend une photo de toi, on voit tes pecs et tes abdos. Déjà il faut savoir une chose, c'est que les abdos, il n'y a personne quasiment, enfin je connais pas, des gens qui au repos comme ça relâchés, plam, tu prends une photo, ils ont les abdos creusés, dessinés à fond. Il faut pas croire ça, hein. Et même moi je fais une photo, je contracte les abdos, vous regardez tous les champions et tout, de toute façon ça on le voit bien en vidéo, vous regardez leurs vidéos, on voit qu'ils ont les abdos un peu dessinés quand ils parlent et tout, mais par contre quand ils vont faire une photo, là ils ont des abdos de fou. Faut pas croire qu'ils ont les abdos comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Ils ont les abdos qui sont pas contractés, c'est comme si moi je marchais toujours comme ça avec le bras contracté à fond. Non, c'est la contraction qui fait ça. Donc en combien de temps, ça va dépendre, pour voir le muscle, pour voir tous les muscles, ça va dépendre de ton taux de graisse. Et si tu as déjà un volume musculaire, ça va dépendre de ton taux de graisse. Et si tu es débutant, ça va dépendre du volume musculaire que tu vas atteindre et du taux de graisse que tu auras. Donc à toi de voir. Je continue. Alors, Jérémy, j'aurais voulu savoir, car tu fais pas mal de vidéos sur les points faibles, comment rattraper, etc. J'ai un flocon d'avoine coincé dans la gorge. Mais j'aimerais savoir comment on fait pour savoir si on a un point faible. Alors je répète, parce qu'on n'a sûrement pas compris. J'aurais voulu savoir, car tu fais pas mal de vidéos sur les points faibles, comment rattraper, etc. Mais j'aimerais savoir comment on fait pour savoir si on a un point faible. Merci d'avance. Un point faible, ça se détecte quand on a entraîné tout son corps de la même manière, c'est-à-dire que ça soit mollets, cuisses, abdos, enfin tous les muscles, sans rien négliger. Quand on les a tous entraînés avec la même intensité, qu'on a suivi une bonne diète, etc. Et qu'au bout de, par exemple, 1 an, on a de bons résultats, mais on voit qu'on a un muscle qui est à la traîne. Là, on peut se dire, on a un point faible. Tout se développe, sauf telle zone de notre corps. Pardon. Ça veut dire que cette zone est plus faible. Et en général, un point faible est souvent
encerclé d'un point fort. Donc ça veut peut-être trop rien dire, mais il y a des gens, souvent, ils ont enfin souvent, il y a des gens qui peuvent avoir les biceps en point faible. Ces gens-là, ça arrive qu'ils aient les avant-bras en point fort ou les épaules en point fort. Ou par exemple, on le voit mieux sous cet angle, parce que souvent c'est cette question que j'ai, une personne qui a les pectoraux en point faible, souvent elle a des grosses épaules. Parce que la rage qu'elle a mis dans son développé couché, son développé incliné pour essayer de développer ses pecs, vu qu'elle ne recrute pas bien ses pectoraux avec ses mouvements, mais par contre qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit recruté, vu que ce n'est pas les pectoraux, il y a bien autre chose qui morphe, et bien souvent c'est les épaules ou les triceps. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens, c'est que souvent le point faible est juste entouré d'un point fort. Donc il faut limiter l'action du point fort pour encourager l'action du point faible. C'est comme ça qu'on le détecte en général, mais le débutant ne peut pas arriver et dire j'ai les pecs en point faible. Non, pas les pecs en point faible, t'as pas de pecs, c'est parce que tu les as pas assez travaillés, ou t'as pas de trapèze parce que tu les as pas assez travaillés. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est le point faible, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé intensément comme tous les autres muscles et qui n'a pas réagi comme tous les autres muscles. Donc c'est comme ça qu'on le détecte. Voilà. Alors Jérémy, comment bien reprendre après plusieurs semaines d'arrêt complet et d'immobilisation quasi complète? J'ai envie de te dire que de reprendre normalement, de ne pas... si tu tiens un carnet d'entraînement, voilà, là il y a la différence. Si tu tiens un carnet d'entraînement, tu retournes à la salle et tu cherches pas à faire les perfs que tu faisais juste avant d'être arrêté, parce que tu étais dans ton pic de force, enfin voilà, tu étais stimulé régulièrement, donc tu avais la pêche. Après, tu peux reprendre. Moi, j'ai eu une fois une période d'arrêt quand j'étais parti sur Toulouse. J'avais arrêté quelques temps, même 1 an, j'avais arrêté, je me rappelle, mais c'était à mes débuts. J'avais arrêté 1 an. Et quand j'ai repris, j'y suis allé à 200% en direct. Donc, j'ai pas eu. Enfin, je veux dire, je me suis pas. Si après tu t'échauffes bien, tu manges correctement, tu fais pas des mouvements n'importe comment avec le dos rond soulevé de terre, enfin des choses absurdes. Je pense que tu peux y aller directement à fond. C'est sûr que par contre, après le lendemain, tu payes cash, hein, tu as les courbatures et puis tu bouges plus. Mais je vois pas pourquoi il faudrait y aller modérément, c'est une perte de temps pour moi. Donc voilà. Par contre, l'avantage d'avoir été arrêté longtemps, c'est que ton corps, si tu as été vraiment un bon athlète pendant des années, tu as bien laissé reposer toutes tes fibres, ton système nerveux, ton système hormonal, tes récepteurs, tout ça, se sont bien reposés. Du coup, tu vas pouvoir récupérer super vite et peut-être même prendre plus. Donc ça s'est vérifié chez certaines personnes. À suivre. Donc Fabien, à quand un podcast avec Mario Bracco? On en a parlé il y a quelques temps, je ne sais pas si tu le connais, s'il te l'a dit ou pas, mais on en avait parlé il y a quelques temps. J'avoue qu'en ce moment, enfin même tout le temps, j'ai pas mal de travail, je réponds à vos messages, je publie, enfin j'ai tout le temps du boulot. Mais s'il y a des questions, s'il y a un truc qui se met en place, moi je veux bien l'interviewer, parce que moi forcément si on fait un podcast avec Mario Bracco, je pense que ça aura le thème de son alimentation, etc. Malgré que ça soit un super athlète, hein, il pourra aussi renseigner sur l'entraînement, mais je pense que les gens ont envie de savoir plus sur la nutrition végétarienne, végétalien, etc., vegan, enfin, je maîtrise pas très bien tout ça, donc moi, quelque part, j'ai pas trop de choses à dire dessus, mais par contre, je peux lui poser les questions sans problème, si vous le voulez, et vous lui demandez, et puis s'il y a beaucoup de monde, on fera ça, hein, pas de souci. Anthony. Ah non, attends. Zut. Ça c'est une question en deux, ça c'est trop personnel, je peux pas, je suis désolé. Alors là, je peux pas prononcer le nom, parce que c'est que des... Je peux pas prononcer le nom, honnêtement. Alors, comment sortir les veines dans les bras et comment prendre du volume dans les bras? Merci si vous répondez à ces deux questions. Donc ça, c'est une question très simple. Comment sortir les veines dans les bras? Sortir les veines dans les bras, je pense qu'il y a une part de génétique, et il y a une part de génétique, pour être veineux ou pas,
il y a une part d'entraînement, de type d'entraînement. Les gens, alors là, je pense que je vais pas me faire des amis et je vais être critiqué. Mais c'est pas grave, je vais le dire quand même, je m'en fous. Je pense, honnêtement, et j'étais pas quelqu'un de très veineux au niveau des bras avant, mais j'étais pas très sec aussi. Donc ça va dans les deux sens. J'ai remarqué que quand on faisait des entraînements où on était longtemps sous tension, on cherchait vraiment la brûlure intense, qu'on se reposait peu, qu'on faisait vraiment des entraînements au-delà de, on va dire, de 12, 13, 14, 15 reps, qu'on montait vraiment au-dessus, qu'on cherchait vraiment une congestion extrême et tout, il y avait un petit gain en termes de veine. Donc sur le moment et à la longue. Mais surtout, ce que j'ai pu voir, c'est que mes veines, elles se sont, on va pas dire développées, mais elles ont apparu quand ma diète a commencé à être très faible en glucides et plus riche en lipides. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense que, enfin je pense, j'aime pas dire je pense parce que je pense je pourrais penser ce que je veux, mais j'ai l'impression sur moi en tout cas que une diète faible en glucides et plus haute en lipides aide à avoir une meilleure vascularisation. Alors que souvent on dit c'est le contraire, quand on mange des glucides, boum, ça dilate les veines, etc. J'en sais rien. Moi j'ai l'impression qu'il y a une petite réaction qui se fait à l'intérieur, et j'avais lu quelque chose là-dessus aussi, au niveau de l'oxygénation et des lipides. Mais ça faudra demander à un expert honnêtement, parce que de toute façon c'est pas trop mon but de développer les veines, hein. Ça vient comme ça vient, j'y peux rien. C'est pas forcément très esthétique quand on fait des photos pour des professionnels, ils sont pas forcément chauds pour photographier des physiques pleines de veines. Donc faut pas que ça soit un objectif. Mieux vaut prendre du muscle. Et prendre du volume dans les bras, ben, ça c'est simple, hein. Entraînement et diète plus haute avec des calories avec plus de calories que ce que tu dépenses, et entraînement hardcore quoi. Voilà. Alors Daniel, depuis combien de temps pratiques-tu correctement la musculation? Consommes-tu des compléments et si oui, depuis quand et lesquels? Type et marque. Alors Daniel, pour les compléments, j'ai fait une longue vidéo dessus dans ma zone membre où je détaille tout ce que je prends, où je détaille les moments où je les prends. Il y a même les marques, mais bon, les marques, si quand même, il y en a une qui est importante de préciser. Donc voilà, je te renvoie à ma zone membre, tu tapes mes compléments alimentaires sur mon site et tu vas trouver la vidéo. Mais par contre, il faut être membre. Mais je détaille tout. Donc je détaille tout et pourquoi. Et j'ai été comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai été pris par le côté marketing des compléments alimentaires à mes débuts, donc j'ai acheté un petit peu ce qui se vendait, ce qu'on me proposait, etc. Après, j'ai orienté plus en fonction de mon budget et des priorités que je lisais un petit peu à droite à gauche. Et ensuite, ce sera le thème d'une prochaine vidéo pour le magazine Bodybuilding Rules, je me suis vraiment orienté sur mes besoins et par rapport aux compléments alimentaires, mes besoins par rapport à ma diète, c'est-à-dire que dans ma diète, je mange ça, donc forcément je vais avoir un manque en ça, donc je dis n'importe quoi, hein. Donc je vais me supplémenter de ce dont je manque. Et j'ai arrêté enfin ça fait quelques années, mais de me complémenter qu'en chose, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais superficielle, c'est-à-dire, même si j'avais pris, mais je vais donner un exemple. L'exemple typique, c'est gainer pour prendre de la masse, brûleur de graisse pour être sec. Donc ça, c'est des trucs superficiels, et quand on réfléchit, c'est les deux compléments alimentaires qui se remplacent le plus facilement par l'alimentation clean. C'est-à-dire que prendre du poids, ça se remplace largement, un gainer se remplace largement par une bonne diète avec un excès calorique de manière à prendre un petit peu de poids. Et le brûleur de graisse, il se remplace largement par une diète hypocalorique avec un entraînement adéquat, un peu de cardio, etc. Donc ces deux compléments alimentaires qui se vendent, mais après, je ne sais pas, avec les boosters aussi avant entraînement, là, c'est les trucs qui se vendent le mieux, je pense. Et pourtant, c'est ceux qu'on peut le plus facilement remplacer par l'alimentation ou compenser. Alors que, je dis une bêtise, mais la vitamine D que personne ne prend, à part ceux qui sont un petit peu avertis, ça c'est très difficile d'avoir un taux suffisant. Les oméga 3 c'est très difficile aussi. Et tout ça c'est ce qu'il y a que personne ne prend, parce que souvent c'est pas marqué sur un pot d'oméga 3 stimule l'anabolisme, alors que c'est le cas. Mais
Enfin voilà, je sais pas comment expliquer autrement, mais magnésium, pareil, le zinc et certaines vitamines, tous ces compléments alimentaires qui sont placés souvent en second choix pour un pratiquant, sont finalement ceux qu'on peut le moins facilement remplacer et qui sont beaucoup plus utiles dans le fond que le gainer qui va juste apporter des calories ou le brûleur qui va juste faire monter un peu le palpitant et te faire transpirer. Ce que tu pourras rapidement faire avec quelques tasses de café et voilà. Donc voilà, et tu me demandais aussi depuis combien de temps pratiques-tu correctement la musculation. Donc c'est intéressant que tu marques correctement parce que j'ai perdu 2 ans à pratiquer, si je pratiquais correctement, parce que je m'entraînais hard, c'est-à-dire que je m'entraînais à fond, hardcore tous les jours, avec 2 jours de repos par semaine, donc je me reposais le week-end. Mais par contre, j'avais une diète pourrie. Donc, muscu hardcore et diète pourrie pendant 2 ans, muscu hardcore et diète clean pendant 4 ans. Donc, ça fait 6 ans. Un peu plus de 6 ans, je pense. Puisque ça fait. Non, c'est ça fait un peu plus de 6 ans. Donc ouais. Donc, ça fait depuis combien de temps pratique correctement? Correctement, diète plus entraînement, 4 ans. Et 6 ans en tout. Alors. Question de Sacha, combien de temps un groupe musculaire doit se reposer après un workout pour le retravailler? Combien de temps un groupe musculaire doit se reposer? Ça dépend. Et oui, toujours pareil, il n'y a pas de vérité absolue. Si demain je me fais un training pectoraux à la maison, où je vais faire des pompes et des élastiques en faisant des séries longues à la congestion, mais sans vraiment chercher l'échec, je pourrais refaire les pecs 2 jours après, facile. Même le lendemain, quelque part. Honnêtement, je pourrais même les refaire le lendemain. Si par contre, je fais un entraînement très hardcore avec des courbatures profondes dans les muscles, là, je recommande quand même de placer au moins 72 heures de repos avant de recommencer un entraînement. Et si vraiment on veut refaire un entraînement par-dessus, comment dire, si on veut refaire un entraînement sur des courbatures, la seule solution c'est de faire un entraînement en série très très longue et très léger, de manière à faire circuler le sang dedans, à amener des nutriments pour essayer de le réparer un petit peu plus vite. Mais encore une fois, c'est risqué parce que si on va trop loin dans les séries, qu'on pousse un petit peu trop l'échec, on va refatiguer, on va freiner la récupération. Il faut vraiment maîtriser ce genre de choses. Et quand on est habitué vraiment à forcer, à être intense, c'est difficile de faire des séries juste pour brasser du sang dans les muscles. On a toujours tendance à essayer de chercher un petit peu l'intensité. Alors que quand on fait un entraînement léger, il ne faut pas chercher l'intensité justement. Quand on fait un entraînement léger dans le but d'aider à récupérer un muscle, c'est vraiment dans le but de récupération. Donc il ne faut pas le refatiguer, etc. Moi je dirais 72 heures quand tu as de grosses courbatures. Et le mieux c'est de ne plus avoir du tout de courbatures. Si vraiment tu veux faire de la force, etc., moi je recommandais aux gens en général d'attendre de ne plus avoir de courbatures, plus encore un jour de repos, et tu reprends. C'est-à-dire que par exemple, tu as fait tes pecs le lundi, jusqu'au jeudi, tu as des grosses courbatures, le jeudi soir, tu sens plus de courbatures, tu attends encore tout le vendredi, et tu peux rattaquer le samedi. C'est une petite sécurité pour être sûr d'avoir bien récupéré. Donc voilà. Je continue. Alors, question blessure, douleur. Thomas me demande, moi je voudrais savoir si parfois tu as des problèmes au niveau des poignets, car depuis un petit moment, quand je fais du cœur le plus particulièrement, j'ai des douleurs dans mes poignets malgré que j'ai des gants avec protège-poignet pour me soulager. Aurais-tu un remède contre ça? Merci d'avance pour ta réponse. Je vais faire une vidéo bientôt sur les biceps. Une vidéo où je vais montrer un exercice que je ne vais pas en parler, de toute façon il y aura la vidéo. Mais un exercice qui est vraiment bien, qui m'a vraiment fait des grosses courbatures et en plus avec des poids pas super lourds, des poids moyens, en série bien concentrée, je montrerai tout ça. Quand tu prends ta barre, moi je dis toujours aux gens de tendre les bras, là je peux pas te montrer, je suis assis, tu tends les bras le long de ton corps et tu regardes la forme de tes bras naturellement où ils vont. Donc tu mets tes paumes face à devant toi et tu mets tes bras, tu les relâches comme ça face à toi, tu les tends bien et tu les mets face à toi et tu regardes dans le miroir comment la forme de ton bras, où va ta main.
Donc si ta main elle part un peu vers l'extérieur, il faut pas que tu ailles chercher ta barre, par exemple, si tu veux faire du curl. Il faut pas que tu ailles chercher, faut pas que tu ailles chercher ta main, faut pas que tu ailles chercher ta barre en mettant en contrainte tes articulations. Donc comme je te disais, tu regardes face à un miroir où va tes mains, tes bras, la forme de tes bras naturellement, et tu te rapproches de la barre, tu prends ta barre comme ça, et tu fais ton curl comme ça. Ça t'évitera d'avoir des problèmes aux poignets, aux coudes, et aux épaules par la suite. Parce que forcément, quand tu prends une prise qui n'est pas adaptée à ta morphologie, tu as tes articulations qui compensent, qui peuvent amener à des douleurs, parce que si tu commences à charger, à trop forcer, ça va faire des frictions, et ça ne sera pas terrible. Une autre chose, c'est que tu auras plus de force si tu suis ta morphologie, parce qu'il n'y aura justement pas ces frictions et ces douleurs, et donc tu seras dans un mouvement plus naturel pour toi, pour ton corps. Donc moi, c'est comme ça que je pratique. Il peut m'arriver de prendre des prises qui ne sont pas forcément adaptées. Dans ce cas-là, j'utilise les barres, tu sais, les barres Z, les barres coudées. Ça permet de au moins soulager les poignets, parce qu'avec les angles, on peut placer ces poignets dans un bon angle. Parce que souvent, en prise serrée, j'arrive mieux à recruter sur certaines zones, par exemple des biceps. Malgré qu'il n'y ait que 2 faisceaux, je trouve qu'il y a des avantages quand même à faire par exemple du large ou du serré dans certains cas. Mais quand tu veux progresser sur des exercices lourds, fais gaffe à ça et fixe-toi plutôt sur ce que ton corps est fait, quoi, sur en fonction de tes membres, quoi, de ta morphologie, de ton anatomie. J'utilise des gants, moi, avec des bandes. C'est pas pour me soulager les poignets ou quoi, c'est tout simplement parce que c'est quand je fais les triceps, ça me permet d'avoir un peu plus d'épaisseur. Donc quand on a plus d'épaisseur dans les exercices de poussée, ça nous donne un peu plus de force. Et là où je m'entraîne, la barre, elle est lisse au milieu, la barre de développé couché. Et quand je fais du couché serré, j'ai un souci ça glisse. Donc les gants me permettent de ne pas glisser. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci pour toutes vos questions, merci de me suivre. N'hésitez pas à la liker et la partager si vous aimez. Si vous avez aimé, vous mettez un petit like, et si j'ai assez de likes, j'en referai. Pour ceux qui me posent des questions par rapport à la zone membre, vous allez sur www.fitnessmiss.fr, vous verrez un onglet zone membre en haut, et comme ça vous pouvez voir déjà toutes les questions que je traite dedans. Vous pouvez voir, il y a les thèmes, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner. Il y a en plus le petit e-book spécial pour la sèche, que j'ai fait exclusivement pour les membres, parce que c'est une question qu'on me posait sur la sèche. Je me suis dit je vais tout mettre dedans et leur faire quelque chose. Je crois qu'il y a une 50aine de pages où je détaille plus ou moins ma méthode pour perdre du gras. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous de me suivre, et bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao.